Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ici au Contrepoint, nouvelle séance, nouvelle émission des Contrepoints de la santé dans le magnifique Café de Flore que nous retrouvons avec plaisir. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous allons aborder un sujet, débattre de questions importantes, des questions d'organisation du système de santé, d'organisation médicale et en particulier nous allons parler avec nos invités de déserts médicaux, c'est un terme terrible, mais on en parle depuis longtemps. Il semble effectivement, on le vérifiera, que 87% de notre beau territoire de santé français est concerné par ces déserts médicaux. Donc la situation visiblement ne cesse de s'aggraver, compte tenu d'ailleurs du vieillissement de la population, mais également de la diminution du nombre de soignants, médecins en particulier, infirmiers et bien d'autres, pharmaciens également, qui manquent à l'appel. Nous, pour en débattre, nous avons beaucoup de plaisir de recevoir ce matin ici au Café de Flore. Cette émission est enregistrée. Sophie Boer, docteur Sophie Boer, bonjour. Vous êtes la présidente du syndicat des médecins libéraux de France, le SML. Vous êtes une chirurgienne thoracique et cardiovasculaire à Melun. Daniel Guilherme, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers, la FNI, et vous avez été infirmier dans le Finistère, dans une jolie village, petite ville. Joli village, Guimiliau, dans le Finistère. Voilà, et vous prendrez un micro que l'on vous donne. Voilà, c'est dans le... Où est-ce que ça se situe ? Dans le Finistère Nord. Finistère Nord. Et puis Frédéric Valtour, on est heureux de vous retrouver. Vous êtes député Horizon de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, hein ? Vous êtes voisin, tout près de Melun. Vous êtes l'ancien maire de la magnifique ville de Fontainebleau et vous êtes l'ancien président de la Fédération hospitalière de France, la FHF, ce qui évidemment vous donne une grande expertise dans le secteur, en la matière, dans le secteur de la santé. Ça ne rassure d'ailleurs pas toujours les libéraux que vous fûtes le président de la Fédération hospitalière de France, mais nous y reviendrons. Vous êtes en tout cas le porteur d'une proposition de loi qui va s'appeler « Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels » qui sera examinée à l'Assemblée nationale à partir du 12 juin. Je remercie nos partenaires, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et je rappelle donc que cette émission a été enregistrée ce mardi 16 mai 2023. Et je le redis au Café de Flore cette fois. Philippe, première question. Merci Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre objectif n'est pas de faire un énième débat sur les déserts médicaux et sur la difficulté d'accès aux soins, mais c'est voir comment on peut vraiment accélérer cette suppression de la désertification, car les Français n'en peuvent plus. En effet, on est frappé par la multitude des propositions de loi, ici ou là, depuis des années, et par les résultats, somme toute, insuffisants pour le quotidien des Français, alors que le diagnostic de pénurie de médecins est porté depuis plus de 20 ans. On avait fait un numéro de la revue du praticien, Pascal, tu te souviens, le choc démographique, ça date de 20 ans, et les mesures n'ont pas été prises, et c'est assez inquiétant. Alors, faut-il contraindre ? Faut-il libérer ? Faut-il accélérer les mesures en cours ? On va commencer avec vous, Frédéric Valtoux, et votre proposition de loi, donc qui a un joli titre, améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, qui va être débattu donc à l'Assemblée nationale à partir du 12 juin prochain. Alors, en quoi cette proposition de loi peut-elle vraiment changer rapidement les choses et surtout ne pas sortir essorée et réduite peut-être à peau de chagrin après les débats et l'action des différents lobbies. Comme Pascal l'a dit, vous avez été président de la FHF, Fédération hospitalière de France, pendant 10 ans. Alors, les infirmiers vous reprochent déjà l'obligation d'adhérer à une CPTS, Communauté professionnelle de territoire de santé, d'aller à l'encontre de la Convention nationale, de vouloir développer des structures en ville via les établissements hospitaliers. Ça se fait déjà d'ailleurs à Marseille avec la PHM. Et le collectif Médecins pour demain appelle à la fermeture carrément des cabinets le 9 juin. Les autres cabinets
fait ce TAT. Alors, est-ce que cette PPL, c'est un élément de plus, que ça va vraiment permettre, avec les CNR territoriaux qu'a annoncé le Premier ministre le 3 mai prochain, ou est-ce qu'on va continuer petit à petit à essayer de colmer les brèches qui se développent? Bonjour, d'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'en débattre et d'en débattre aussi avec les deux autres invités. Je pense que l'échange va être construit. Cette loi ne révolutionnera pas le système de santé, comme aucune loi qu'on pourrait inventer aujourd'hui ne révolutionnerait et ne permettrait demain, même après-demain, et même après-après-demain, de pouvoir résoudre cette difficulté qu'ont les Français. Moi, je ne parle pas de déserts médicaux, je parle de mauvaise répartition ou des forces médicales ou des soignants dans le territoire, et ce qui conduit à une profonde inégalité d'accès aux soins, qui est sans doute une des inégalités les plus fortes aujourd'hui dans notre République. Et d'ailleurs, les Français le disent, parce que quand ils mettent la santé au premier rang de leurs préoccupations, c'est pas parce qu'ils n'ont plus confiance dans leur système de santé, c'est juste qu'ils ont l'impression qu'ils en sont très éloignés, ou en tout cas qu'ils ne répondent plus aux valeurs qui l'ont fondé. On est tous d'accord. Alors comment accélérer cette proposition de loi, elle vise à peut-être essayer d'avancer dans l'autonomie, la responsabilisation, finalement, la liberté d'organisation qui pourrait être donnée aux acteurs de territoire pour inventer des réponses qui seraient différentes et seront différentes d'un territoire à l'autre. D'abord parce que les besoins en termes de santé des Français ne sont pas les mêmes aux quatre coins du territoire, et ça on le sait aussi. Et puis parce qu'aujourd'hui, les forces médicales, mais quand je dis médicales, les soignants, ceux qui peuvent prendre en charge les Français, sont aussi répartis différemment, et les forces médicales sont très différentes d'un territoire à l'autre. Frédéric Valletoux, un des éléments importants de votre PPL, proposition de loi, c'est les conseils territoriaux de santé. C'est ça. Alors, en fait, et puis le ministre a dit, nous, on va faire les CNR territoriaux par département. Alors, comment tout ça? L'idée, elle est simple. Pour que les gens inventent des systèmes qui soient adaptés aux besoins, il faut qu'ils se parlent. Qu'ils se parlent entre la médecine libérale, la médecine hospitalière, les élus locaux, les associations de patients, les paramédicaux, enfin bref, tous ceux qui sont partie prenante. Il faut qu'ils se parlent. Et donc pour se parler, il faut qu'on organise à l'échelle de bassins de vie des endroits où ils se parlent. L'agora de ceux qui prennent en charge les Français. Et parce que c'est là que se façonneront les projets territoriaux de santé, que se façonneront les stratégies, se façonneront les urgences. Ici, il faut parler plus de telle pathologie, de tel type de prise en charge. Ici, il faut s'appuyer plus sur l'hôpital parce que la médecine libérale est plus là. Au contraire, ailleurs, c'est la médecine libérale qui... Quel est le levier qui va faire que maintenant, les professionnels de santé vont se parler? Les territoires de santé. Et puis ensuite, effectivement, eh bien, avec l'obligation que dans ces territoires de santé soient prises en charge les questions de juste répartition, je le disais, ou d'équitable répartition des forces médicales, d'accès aux soins, de permanence des soins, bref, ces grands engagements d'intérêt national qui, aujourd'hui, fondent aussi un système qui est financé ou solvabilisé plutôt par de l'argent public. Mais est-ce que sur chaque territoire, on pourrait revoir les compétences des différents professionnels de santé? Il faut aller un peu plus loin, parce que se parler, c'est bien, formidable, mais comment faire en sorte que réellement on sorte de la difficulté qu'on connaît aujourd'hui? Comme président de la Fédération hospitalière de France, j'ai été frappé d'une chose. C'est qu'on a toujours l'impression que notre système de santé est totalement est malade, bien sûr, mais qu'il est incapable d'innovation. Il est engoncé dans ses statuts, surtout pour la partie hospitalière. Mais quand on regarde de près, c'est pas vrai. Quand on regarde de près à l'échelle des territoires, il se passe plein de choses. Simplement, il se passe plein de choses avec la difficulté que les directives, les normes, les règlements pèsent et parfois limitent un peu l'inventivité ou l'envie de faire. Il se passe plein de choses, mais néanmoins, parfois dans certains territoires, ce sont les plus militants qui portent et puis d'autres qui regardent à côté. Donc il faut essayer peut-être de passer à une vitesse supplémentaire. Ce texte, il n'a pas d'autre ambition que d'essayer de concrétiser de manière un peu plus immédiate cette envie de voir s'organiser dans les territoires par eux-mêmes les professionnels de santé pour répondre aux besoins des Français. Alors effectivement, ça passe peut-être par une mesure sur l'idée des CPTS, qui n'est pas une idée d'obligation d'adhésion au CPTS, qui est de dire que pour que les coopérations fonctionnent, il faut aussi que le monde libéral soit organisé. Aujourd'hui, les CPTS qui fonctionnent, mais elles ne rassemblent que 30 à 40% des professionnels d'un territoire. Moi, je veux bien qu'on mette les élus locaux, les hospitaliers, tous les soignants autour de la table et une CPTS qui ne représente
qu'une minorité, même une grosse minorité, mais une minorité quand même, de l'offre libérale. Donc je préfère dire que, et c'est l'idée qu'on pousse, qu'un professionnel qui intervient dans un territoire, il est réputé membre de la CPTS. Maintenant, s'il veut s'en aller, il s'en va. Oui, mais l'obligation ne marche pas. Mais ce n'est pas une obligation, puisque, enfin, si vous voulez, il faut accélérer les choses de manière parce que l'urgence, elle est là. On sait bien que les soignants, ils ne vont pas arriver avant 10-15 ans, si tant est qu'on y arrive. Donc l'urgence, elle est là. Monsieur Valtou, Frédéric Valtou, vous l'avez construit comment, votre PPL? Vous avez 10 articles, comment vous l'avez bâti? Comment vous avez, après le diagnostic que vous faites, quels sont d'une manière générale, globale pour l'instant, après on ira dans le détail. Eh bien, je l'ai construite. C'est-à-dire, une PPL, malheureusement, c'est pas une loi d'orientation sur la santé. Si j'avais pu le faire, j'avais aussi des idées, mais voilà, il faut se limiter. Donc on est sur un sujet qui est circonscrit. C'est le sujet de l'accès aux soins des territoires et de l'organisation de l'offre de soins dans les territoires. Point. Malheureusement, parce que ce n'est pas l'objet, mais on aurait pu parler du système de formation, on aurait pu parler de l'accès aux études des jeunes Français, etc. Bref, tout un tas de sujets qu'on ne peut pas explorer. Et donc, effectivement, on me dit, oui, mais vous ne parlez pas de ça, oui, mais vous ne parlez pas de ça. Bon, il vous a échappé que je ne suis que député, je ne peux porter que des propositions de loi. Et en plus, vous y revenez à deux fois. C'est-à-dire que la première fois, vous auriez pu, il y a quelques semaines, présenter votre PPL, et puis comment ça s'est passé? Non, mais tout le monde n'a pas suivi toute la matière législative. C'est différent. Thomas Mesnier avait rédigé une proposition de loi qui était portée par le groupe Horizon et qui est dans l'organisation parlementaire était un texte qui avait vocation à être voté lors d'une niche, c'est-à-dire cette journée que chaque groupe a une fois par mois pour pouvoir faire voter un texte. Là, c'est une proposition de loi qui a été travaillée avec le gouvernement, qui a été travaillée avec les groupes de la majorité et qui est portée par la majorité présidentielle. Quelle sera, à votre avis, la réaction des parlementaires d'une part, mais également des médecins, on va le voir, ou des soignants sur votre proposition de loi? Des parlementaires, on verra. Il faut comprendre aussi une chose aujourd'hui, c'est que tous les députés, d'abord quand ils ont fait campagne au printemps dernier ou au début de l'été, mais aussi quand ils retournent dans la circonscription assez régulièrement, ils reviennent en ayant entendu parler 10 fois, 100 fois, 50 fois des problématiques d'accès aux soins. Et donc, ils ont tous une idée sur le sujet sans pas toujours être, et c'est bien normal, des fins connaisseurs du sujet. Moi, ce que je constate, c'est qu'à un moment, la représentation parlementaire, dans sa diversité, va prendre ce sujet à bras-le-corps en y apportant les réponses qu'elle estimera bonnes. Et il faudra le respecter puisque c'est une majorité qui s'exprimera. Mais on ne peut pas en vouloir à la représentation parlementaire de se saisir de sujets qui, depuis 20 ans, effectivement, sont des sujets qui montent et pour lesquels, depuis 20 ans, pour 1000 raisons dans lesquelles il est inutile de rentrer, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et donc, à partir de là, la représentation nationale, elle est là pour essayer de corriger un certain nombre de dysfonctionnements. On ira dans le détail de cette PPL qui, quand même, d'une certaine mesure, a structuré notre débat de la matinée. Sophie Bauer, donc, vous êtes la présidente d'un des syndicats de médecins libéraux. Les médecins, d'abord, ont le sentiment que rien ne va, donnent le sentiment que rien ne va et qu'ils souhaitent bloquer, dans une certaine mesure, des évolutions principales. On a en tout cas l'impression, peut-être, que vous ne prenez pas non plus toute la dimension de la crise que nous évoquions, de cette crise démographique. Et en particulier, que vous ne prenez pas en compte cette question de la permanence des soins. Est-ce que, Sophie Bauer, les médecins, et vous en particulier, vous êtes contre tout? Alors, d'une part, nous ne sommes pas du tout contre tout. Simplement, il y a un certain nombre de points du diagnostic que nous ne partageons pas tout à fait. Par exemple, sur la permanence des soins ambulatoires, 96% des secteurs sont actuellement pourvus. Ils sont pourvus par des médecins qui, en général, ont fini d'élever leurs petits-enfants et qui ne sont pas encore à l'âge de la retraite active. Donc les secteurs sont pourvus. Les 4% qui ne sont pas pourvus, soit c'est qu'il n'y a pas de nécessité locale finalement qu'il y ait une liste de garde parce qu'on s'aperçoit que la demande est faible, soit cela concerne des points du territoire qui sont devenus des zones de non-droit, y compris pour les professionnels de santé, et dans lesquels les professionnels de santé sont en danger s'ils s'y rendent. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas une loi d'obligation de prendre la garde qui va modifier ceci. Donc déjà, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le diagnostic. Madame Bauer, les 96%, oui. Il est critiquable parce que 96% couverts, certes, oui. Mais il n'y a pas la même réponse médicale sur chaque territoire. La réponse est couverte. Ça ne veut rien dire un peu ce 96%. Si je puis me permettre. Ça, c'est la réponse libérale. Oui, 96%, c'est la réponse libérale. Parfois, on a donc c'est la réponse libérale qui vient en amont, en principe,
des urgences, qu'elles soient privées ou hospitalières. Après, je vais vous parler de la permanence des soins en établissement. Parce que la permanence des soins en établissement, le diagnostic est encore plus complexe qu'on ne veut bien le dire, parce que l'immense majorité des gens qui travaillent dans les cliniques dont je suis font des gardes bénévolement, des gardes et des astreintes bénévolement. C'est-à-dire que ces listes de gardes et astreintes qui augmentent considérablement l'offre de soins en nuit et en week-end ne sont absolument pas répertoriées par la puissance publique, par le fait qu'elles ne sont pas payées par la puissance publique, et la plupart des temps, d'ailleurs, elles ne sont pas payées non plus par des établissements. Ce sont des lignes de garde bénévoles. Ce que disait Pascal, pour insister sur les propos de Pascal, c'est que là vous répondez d'une façon très technique, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un engagement fort de la médecine libérale pour répondre aux besoins des Français ? Monsieur, les médecins libéraux travaillent dans leur cabinet entre 55 et 70 heures par semaine. Donc si on veut répondre de l'implication des médecins libéraux dans la santé des Français, je pense que c'est un faux procès. Le problème, c'est que sur ces 55 à 70 heures de travail par semaine, ils ont 30% de leur temps qui est pris par des tâches administratives qu'ils pourraient effectivement déléguer à d'autres. Il est là. Alors le justement, problème. comment déléguer aux infirmiers, non pas les tâches administratives, mais certaines tâches faciles qui pourraient être prises par les paramédicaux. Vous êtes contre aussi pour l'accès direct à certains professionnels. Donc on n'arrive pas à avoir. Le terme de tâche facile n'est pas tout à fait évident. À partir du moment où vous engagez votre responsabilité professionnelle, on ne peut pas dire qu'il s'agit de tâches faciles. On a du mal à voir la vision que vous avez globalement sur l'évolution du système de santé pour que chaque professionnel de santé ait la compétence pour prendre telle ou telle charge et que les Français aient accès à un soignant. Nous avons une vision de travail en équipe. Moi, je suis chirurgien, j'ai l'habitude de travailler en équipe. Donc, je travaille en équipe. Et mon syndicat a été un des tout premiers à valoriser effectivement le travail interprofessionnel en équipe. Simplement, nous ne voulons pas que le prétexte d'équipe soit une raison pour faire glisser des tâches notoirement médicales et qui demandent effectivement de longues années d'études et de longues années de pratique à des gens qui seraient un peu moins aguerris dans le domaine de ces tâches. Donc il ne faut pas confondre un travail en équipe où tout le monde se fait confiance, où on est autour du patient, avec le patient, et c'est d'ailleurs le concept d'équipe de soins coordonnée avec le patient que nous défendons et que nous avons été les premiers à promouvoir au sein du syndicat des médecins libéraux, que nous mettons en avant. Par contre, nous ne voulons pas que les soignants en général, je ne parle pas que des médecins, soient enfermés s'ils ne souhaitent pas dans des dispositifs. Je dis bien s'ils ne souhaitent pas. C'est que monsieur Frédéric Valtou répond que si vous ne voulez pas participer, puisque vous êtes pour le travail collaboratif, par exemple, dans les CPTS, si vous ne voulez pas y participer, vous pouvez en sortir, si j'ai bien lu. Sauf que les CPTS, c'est communautés professionnelles de territoire. Est-ce que ça peut quand même correspondre, selon vous, à une tentative de meilleure organisation du système de santé, oui ou non? Tout dépend comment elles ont été construites. C'est oui ou non? Non, c'est pas oui ou non, parce que c'est tout dépend comment elles ont été construites. C'est non. Si elles ont été construites à l'origine par les acteurs de terrain... Donc vous dites souvent non quand même. C'est le cas de la mienne. Je suis vice-présidente d'une CPTS quand même. Oui. D'accord. Donc je suis vice-présidente d'une CPTS, je suis aussi vice-présidente du CTS du Conseil territorial de santé de Seine-et-Marne, donc on pourra revenir sur la composition du Conseil territorial de santé, qui fonctionne très bien en Seine-et-Marne et qui est un vrai endroit de démocratie sanitaire. Donc ce que dit Frédéric Valtou n'est pas tout à fait faux. Sur le terrain, vous êtes pour, mais quand vous venez chez nous, vous êtes contre. C'est pas du tout cela. Je dis que ça dépend comment elles ont été construites. Si elles ont été construites par des acteurs de terrain qui savent ce qu'ils veulent et que ce n'est pas sous contrainte administrative et que ça n'entraîne pas une surcharge encore administrative pour les professionnels de santé, ça peut être un des dispositifs. On va écouter Daniel Guillard, mais peut-être une réponse. Oui, juste, Madame Boer. C'est pas l'alpha et l'oméga. Madame Boer, les CPT, c'est toujours à l'initiative des professionnels de santé. Écoutez, quand on en voit certaines, vous avez à la gouvernance l'hôpital public, le DAC et à la présidence une infirmière à Zalé, on peut se demander quand même la place des libéraux dans ce genre de dispositif, excusez-moi. Donc il y a quand même des constructions un peu curieuses. À quelques kilomètres de Melun, au sud de Seine-et-Marne, il y a une très belle CPTS que vous connaissez aussi. Les libéraux ont souhaité que le président de la CME ait un siège modeste, mais un siège autour de la table pour se dire
Finalement, quand on discute stratégie, prise en charge de territoire, c'est peut-être pas mal que le public soit là pour qu'on puisse discuter ensemble. Et ça marche très bien. Et il est là, pas parce qu'il s'est mis un pied dans la porte et qu'il s'est invité et qu'il veut de manière impérialiste, même si on est à Fontainebleau, occuper le terrain. Non, il est là parce qu'on l'a invité et que les libéraux eux-mêmes, en tout cas du Sud Seine-et-Marne, ont estimé que quand on parle prise en charge des Français, finalement, les statuts, c'est important, mais c'est quand même pas l'essentiel quand on veut essayer d'améliorer l'offre de services. Un hospitalier dans une CPTS, ça se passe très bien. Vu de l'extérieur. Alors, réponse quand même de Sophie Boer, oui. Si vous voulez, ce que nous considérons au SML, c'est que, les CPTS ne doivent pas être une obligation. Voilà. Si les gens de terrain pensent que c'est utile dans leur territoire pour traiter un certain nombre de problèmes, c'est de leur initiative et ça doit rester de leur initiative. Et que répondez-vous aux parlementaires ? Parce que, allons au fond des choses. Les parlementaires, en tout cas les maires également, enfin les Français d'une manière générale, s'inquiètent. Alors vous ne voulez pas parler de désert médical, mais enfin bon, la situation n'est pas bonne. Il faut bien faire quelque chose. Alors les professionnels ne peuvent pas faire tout seuls. Nous avons des vraies propositions. Oui. Simplement, nous avons l'impression de prêcher, disons-le, dans le désert. Ça tombe bien, c'est de ce dont on parle aujourd'hui. Donc nous prêchons dans le désert. C'est-à-dire que lorsque nous apportons nos propositions qui sont pourtant construites et intelligentes, comme par exemple de faire de la vraie réserve médicale avec des gens qui continuent à abonder au système de formation médicale de façon à continuer leur formation continue, ce qui permet qu'au bout de 3 ans, ils ne sont pas complètement obsolètes, mais ils peuvent continuer vraiment à exercer en cas de crise sanitaire, en cas de besoin, en cas de nécessité de remplacement des médecins de terrain. Nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas écoutés. On va voir les propositions plus tard. Oui, c'est les propositions qu'on... Le problème est là. Madame Bois, avant la proposition de loi de Frédéric Valletoux, il y a une proposition de loi de Stéphanie Rist sur l'accès direct à certains professionnels de santé et puis de revoir les compétences. Cette loi a été votée au Parlement, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, à l'unanimité, moins une voix. Et les professionnels de santé, les médecins sont contre à 100%. Comment vous expliquez ? Est-ce que les médecins sont à ce point loin de la représentation nationale et donc loin des Français ? Alors, déjà, êtes-vous sûr que la représentation nationale soit si proche que ça des Français ? Quand on voit les pourcentages de confiance vis-à-vis des politiques... Non, mais on est bien obligé de faire avec ce qu'on a. Je crois que les pourcentages de confiance vis-à-vis des médecins sont largement supérieurs aux pourcentages de confiance vis-à-vis des parlementaires et des politiques. Je suis désolée, c'est factuel. Je vous renvoie à un certain nombre de sondages qui ont été faits. Donc, on ne peut pas nier l'évidence. Effectivement, les Français font davantage confiance aux médecins qu'aux parlementaires. Voilà. Ouais, ça, et je dirais que les médecins font davantage confiance aux Français qu'aux parlementaires en ce également. Après, on verra Sophie Boer n'a pas parlé des journalistes. Question à Daniel Guilherme. Alors, Daniel Guilherme, l'infirmier du débat. Alors, en octobre dernier, quand même, on a une sorte d'espoir parce que les professionnels de santé avaient donné le sentiment de vouloir vraiment progresser via le CLIO. Le CLIO, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le comité de liaison des institutions ordinales qui voulait redéfinir les compétences de chacun pour un meilleur parcours de soins et par là même une meilleure utilisation des compétences et des moyens. Et puis, il y a des surenchères, en particulier des infirmiers qui disent on veut avoir un accès direct, on veut avoir tel truc. Et puis c'est tombé à l'eau. Le ministre François Braun était tout content de l'engagement du Clio. Et puis on est revenu comme avant. Chacun se bagarre, je veux ci, je veux ça, etc. Alors, vous êtes infirmier. Vous avez, avec la proposition de loi qui a été votée de Stéphanie Rist, eu quelques nouvelles prérogatives, mais limitées parce qu'il faut que ça se passe de manière coordonnée dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Comment vous réagissez à ça ? Comment sortir de cette situation où chacun se renvoie la balle ? Je crois qu'il faut d'abord en fait passer les dogmes et rentrer en fait dans un débat qui s'attache à aborder les choses de manière pragmatique. On est d'accord pour l'instant. Voilà, donc on est d'accord. Donc à partir du moment où vous vous inscrivez en tout cas dans ce processus, on partage des constats, il va falloir trouver des solutions. Aujourd'hui, on voit très bien que la désertification médicale, on en a pour des années. Aujourd'hui, on a des professionnels qui maillent le territoire de manière beaucoup plus importante, qui ont des compétences aujourd'hui qu'ils n'avaient peut-être pas il y a 20 ans, 30 ans. Donc il faut effectivement, de notre point de vue, nous, revoir en fait les périmètres des métiers et apporter en tout cas des prérogatives. Alors, qui sont des prérogatives peut-être qui appartiennent aujourd'hui de manière monopolistique aux
au corps médical. Mais je crois que quand on est dans la situation où on est, avec un double défi à relever, qui est l'explosion des maladies chroniques, 20 000 patients dépendants de plus par an dans les années qui viennent, il va falloir trouver des solutions. Donc, il faut sortir en tout cas de ce dogme en disant, la vision du médecin qui est une vision aujourd'hui que je qualifierais d'un peu paternaliste, et je pèse mes mots, vers quelque chose qui soit beaucoup plus collaboratif et moins vertical. Alors, on entend bien, en fait, dans le discours, y compris du ministre, le fait que le médecin doit rester le chef d'orchestre, etc. Le problème, c'est quelle musique les patients entendront sur les territoires où il n'y a pas de médecin. Il n'y aura pas de concert. Donc, quel passage à l'acte? Comment faire réellement? Parce écoutez, on est d'accord pour garder la qualité. Mais vous avez parlé de médicale. la PPL RIST. La PPL RIST, c'est une occasion manquée extraordinaire. Enfin, on voit très bien qu'en sortie de commission mixte paritaire, la PPL RIST a été complètement rabotée. Aujourd'hui, la PPL RIST, c'est une PPL cosmétique. Alors, elle a un intérêt, c'est de créer, en fait, ou d'enfoncer un coin dans une porte. Mais en termes d'opérationnalité, la PPL RIST, c'est de la cosmétique. C'est de l'affichage et c'est de la communication politique. Et la PPL Valtou, on sait quoi? Alors, la PPL Valtou, je suis extrêmement, déçu, en tout cas, de la V2, puisqu'en fait, Pour le moment. Pour le moment. Je suis assez déçu de la V2 pour le moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour ce qui concerne notre profession, en tout cas d'infirmier, on avait une mesure forte contenue dans la V1 qui était en fait la création d'un statut d'infirmier référent. Alors, on demandait cette création non pas pour faire joli ou pour faire comme les médecins ou les pharmaciens. On demande ça parce qu'on a une conviction profonde. C'est-à-dire que si on veut avoir un levier de réorganisation du système de santé, il faut qu'on s'appuie sur 3 professions socles que sont le médecin, le pharmacien et l'infirmier. Donc, il faut consacrer en fait ce triptyque socle qui n'est pas un triptyque socle exclusif, c'est-à-dire qu'on peut y associer en fait des audioprothésistes, des kinés, des orthophonistes, des pédicures-podologues, mais il faut qu'on ait un noyau à responsabiliser. C'est parce que dans notre public, vous regardez notre public, parce que nous avons des pharmaciens, nous avons des audioprothésistes. C'est pas par flatterie. Des responsables en tout cas. Voilà, donc l'idée... Cette période, excusez-moi Daniel, je vous coupe, mais cette période qui peut-être, Philippe a raison, ne répond pas à l'urgence du moment, mais dans le fond, cette période, vous en retenez quoi? Est-ce que ça a renforcé peut-être des liens possibles, la conversation, la discussion avec les autres professionnels de santé, ou au contraire, dans le fond, ça a figé les choses et les relations sont plus mauvaises aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans le fond avant? Il y a des crispations, notamment avec le corps médical. Et la forme. Il y a des crispations, il ne faut pas le nier, avec le corps médical, parce qu'effectivement, on ne partage pas tout à fait la même vision des choses. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, il faut recontextualiser les choses. On sort d'une crise sanitaire importante, oui, dans laquelle, effectivement, ces 3 professions, médecins, infirmiers, pharmaciens, ont joué un rôle majeur. Je crois qu'il faut capitaliser sur ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire et puis en tirer des conséquences avec, je dirais, une obligation d'avoir un peu de courage politique. François Braun, la semaine dernière, je voulais vous interroger avant que l'on passe avec Philippe dans le détail, notamment de la PPL Valtou qui nous réunit aujourd'hui. La semaine dernière, François Braun, le ministre de la Santé, a annoncé vouloir changer les études d'infirmière. J'ai été surpris, il y a eu un séminaire et vous n'y étiez pas. D'abord, pourquoi? On n'a rien compris. Mais nous non plus. Nous non plus, parce que nous avons... bien. Il y a aussi des journalistes dans la salle qui... Nous avons été invités en début de semaine dernière ou la semaine précédente par le ministère à participer. Je vais moi-même participer à une table ronde en fait sur un séminaire organisé le vendredi 12, Journée internationale des infirmières au ministère. Mais comme il y a quelques tensions, de mon point de vue, dans la profession, qui traversent en tout cas la profession, je pense que le ministère, prudemment, a compris qu'il était préférable de reporter ce séminaire et pour le remplacer, a coopté en fait quelques professionnels et mis en place 2 ateliers au niveau du ministère. Donc voilà, c'est la technique ministérielle. La technique ministérielle qu'on connaît depuis longtemps.
Sophie Boer, quand même, parce que il y a des propositions qui sont sur place, il y a des choses qui se mettent en place, il y a les services d'accès aux soins, il y a les assistants médicaux pour les médecins, il y a la délégation de tâches, d'actes, maintenant dit le président de la République, il y a la téléconsultation, etc., l'obligation de la PDS. On a toujours l'impression que les médecins veulent pas rentrer dans ce qui est dans le débat et réinventent toujours autre chose. Ce qui bloque la situation. Je ne dis pas que vous voulez bloquer la situation, mais qu'est-ce qui ferait du point de vue du médecin? Alors vous êtes peut-être la plus libérale des libéraux, quoique, parce que Médecins de demain, vous êtes dépassé par le collectif Médecins de demain, donc il y a toujours une sorte de surenchère dans ce genre de situation. Mais qu'est-ce qui ferait réellement que les médecins, alors il faut une négociation globale, bien évidemment, mais pourraient mieux participer, pas bloquer? On a vraiment le sentiment que vous bloquez. Alors, non, on bloque absolument pas. On bloque absolument pas. C'est pas le cas. Simplement. Enfin, la convention a été ratée. Ah bah attendez, la convention. Vous voulez Pascal, vraiment qu'on parle de la convention? Je pense que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On passe sur un autre débat. Quoique, c'est l'engagement territorial. Quand on nous présente 30 pages à la discussion, je parlerai pas de la négociation, et qu'on nous en envoie 300 2 jours avant en nous disant qu'il faut qu'on signe. Non, mais vous excusez-moi, mais j'appelle ça tout sauf une négociation. Sophie Boer, vous avez refusé. Ce n'est pas une négociation. Vous avez refusé l'engagement. Vous avez refusé l'engagement territorial. Ah bah oui, on n'est pas des ouvriers spécialisés aux ordres, donc effectivement, on n'a pas accepté l'engagement territorial. Pour construire, qu'est-ce qui ferait que les médecins pourraient proposer des choses, mais pas proposer des choses à côté de la boîte qui vont être préparées par ça, mais sans enclencher dans ce qui est en débat, le service d'accès aux soins, la permanence des soins, etc., dont on a déjà un peu parlé. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez quand même avancer sur le sujet? Mais nous avons des avancées sur le sujet. Seulement, nos avancées sur le sujet ne sont jamais prises en compte. On ne nous demande jamais notre avis. Et pourquoi vous ne remettez pas en cause? Alors, si on veut systématiquement nous décharger de tâches médicales, alors ce que nous demandons, c'est d'être déchargés de tâches administratives. D'accord, mais avant de parler de délégation de tâches médicales, et nous en déléguons quand même beaucoup. Oui, d'accord, mais vous ne voulez pas sur la délégation d'actes dans une équipe? Alors, dans la délégation de tâches, nous le faisons au quotidien, sachez-le. Nous sommes en équipe. Même quand on nous dit en cabinet isolé, c'est pas vrai. Nous avons un réseau d'infirmiers, de kinés, de pharmaciens autour de nous. Nous travaillons en équipe. Ça fait 30, 40 ans que nous travaillons en équipe. Nous avons toujours travaillé en équipe. Simplement, elles ne sont pas formalisées. Et c'est le problème de la puissance publique. C'est-à-dire, le problème absolu, c'est que si c'est pas couché sur le papier, ça n'existe pas. Et c'est là notre problème. Et c'est pareil dans la permanence de soins. Enfin, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a des lignes de garde qu'on est en train de répertorier d'ailleurs à l'URPS Île-de-France pour leur montrer le nombre de lignes de garde et d'astreinte bénévoles qui sont faites dans toutes les cliniques d'Île-de-France par les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes. C'est quand même très important. D'abord, on est très content que vous soyez là, donc on vous écoute avec beaucoup d'attention. On peut même vous entendre, effectivement, des initiatives. D'ailleurs, Frédéric Valletoux, il va le repréciser lui-même, a dit que sur le terrain, il y avait des initiatives. Pour autant, on ne peut pas ne pas comprendre, dans une certaine mesure, que les pouvoirs publics, que le gouvernement, enfin que les gouvernements veulent avoir une organisation dont ils s'assurent qu'elle fonctionne. Enfin, c'est quand même différent de diriger son cabinet, même éventuellement son territoire, et puis de gouverner un pays. Peut-être que quand même le parlementaire va nous donner son avis là-dessus, pour avoir une organisation, s'assurer que l'organisation marche partout. La bonne organisation. Le souhait, c'est de voir un État qui, en matière de santé, soit beaucoup plus stratège que gestionnaire. Et que finalement, il s'appuie sur les professionnels de terrain pour inventer les réponses. L'État doit donner les grandes directions, doit dire où sont les grands sujets, comme le plan cancer, comme l'accès aux soins pour tous, comme un certain nombre, évidemment, de grandes missions d'intérêt général. Mais après, l'organisation, qu'elle soit différente dans le Sud Finistère et dans le Nord Alsace, pardon, mais on s'en fiche complètement. Tant que la prise en charge est là et que sur le territoire, les données de santé s'améliorent, puisque finalement, il y a une prise en charge collective qui ressemblera ici ou là à des organisations très différentes, mais qui finalement permettra d'améliorer la prise en charge des Français. C'est ça le sujet, en fait. C'est de sortir d'un système en tuyau d'orgue, un système où tout le monde coopère, en ayant en tête, et c'est peut-être ça que, pas vous, madame, mais certains ont oublié, c'est que on est dans un système qui vise à mettre en œuvre des missions d'intérêt général. L'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas une notion abstraite. L'intérêt général, c'est ce que la nation attend des professionnels et des gens qui la servent.
qui concourt à concrétiser cet intérêt général. Sinon, il n'y aurait pas ce mode de financement, sinon, il n'y aurait pas eu cette invention au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sinon, il n'y aurait pas le système qu'on connaît. Et voilà. Et donc, je pense qu'on a parfois peut-être un peu oublié, en tout cas certains, qu'effectivement, ils sont les serviteurs d'un système qui vise à mettre en œuvre des missions d'intérêt général. Bien que vous contestiez, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de désert médical. En réalité, les bien sûr Français qu'il y a des le déserts ressentent. médicaux. Enfin, bien sûr. Vous l'avez dit en introduction. Non, mais c'est le concept de déserts médicaux. Mais bien sûr qu'il y a effectivement une difficulté d'accès aux soins parce qu'il y a une mauvaise répartition, je le redis, des professionnels. Et d'ailleurs, qui est peut-être plus vrai chez les spécialistes que chez les généralistes. Il y a des tensions extrêmes chez les généralistes, bien sûr, mais quand on regarde la carte des spécialités, 25% des spécialistes, c'est-à-dire 1 sur 4, est sur 5% du territoire. Donc, selon vous, ça peut s'expliquer par la présence de cliniques, etc. Mais globalement, ça reste quand même, pour moi, la première des Frédéric Valtou, est-ce que les pouvoirs publics, aujourd'hui, comme vous, dans votre PPL, vous n'êtes pas un peu petit bras? Il y a un groupe d'experts, le think tank Économie Santé, qui avait proposé... On ne connaît pas. Le think tank Économie Santé, quelque chose de formidable, que j'anime d'ailleurs. Et, parce que vous parlez des conseils territoriaux de santé, vous voulez leur donner plus de pouvoir avec les ARS, et puis le ministre Braun parle des CNR territoriaux départementaux, donc on ne voit pas comment tout ça va s'articuler. Et puis dans la proposition que ce think tank avait fait, c'est qu'il faut créer une vraie autonomie aux professionnels de santé pour les responsabiliser, que l'ARS soit facilitateur et qu'il y ait un financement dédié. Vraiment faire confiance sur un territoire, réunir tous les professionnels de santé, et là, on ne voit pas du tout le début de ça. Et je finis, on ne voit pas le début de ça pour vraiment améliorer les choses. Et la seule obligation, ça serait de réussir, que ce parlant, justement, il puisse trouver les solutions territoire par territoire, loin des conventions et des postures nationales. Et là, on a l'impression que les CNR territoriaux, c'est à cause d'une souris, que ça va perpétuer une sorte de difficulté dont on ne sort pas. Pourquoi pas aller plus loin sur le territoire? Je ne sais pas si c'est l'âge faisant, mais je deviens peut-être un peu moins radical dans l'approche. Mais le système de santé n'évoluera pas parce que tout d'un coup, il y a un texte génial qui est voté au Parlement ou parce que, je ne sais pas, il y a une mesure absolument unique qui vient tout résoudre. C'est une lente évolution. Et moi, je crois profondément dans la capacité, effectivement, à notre système à se déconcentrer et effectivement à mettre en avant, je le redis, mais l'initiative des professionnels de mais il faut leur donner les vrais moyens. Et quand la maille des territoires de santé sera posée, effectivement, derrière, on peut décliner territorialement tout ce qui concerne la mise en œuvre locale, enfin la mise en œuvre sur le terrain, sur le territoire en matière de santé, pourra se décliner à cette maille-là. Et peut-être qu'effectivement, dans un territoire de santé qui verra une concentration dans la ville et puis à 30 km des déserts médicaux, eh bien, si l'offre privée ou libérale est insuffisante, eh bien, peut-être que l'hôpital sera encouragé à faire des consultations, avancées. Ailleurs, ce sera différent. Ou fera avec l'hôpital, ou fera avec le monde libéral. Mais il y a urgence maintenant. Oui, mais il y a urgence. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas trouver des soignants sous le sabot d'un cheval. Et on a beau vouloir essayer aussi d'en faire venir de l'étranger. Tout ça, ce sont des avancées qui inévitablement sont des avancées lentes. Et puis, pardon, mais on l'entend à l'instant, on a aussi une profession qui est plutôt sur la main sur le frein, plus que de vouloir accompagner, proposer et encourager une évolution des modes de prise en charge. Donc c'est vrai que ça rend l'exercice encore un peu plus compliqué. Daniel Guilherme, est-ce que sur le territoire, vous seriez prêt à vraiment participer? Est-ce que vous avez le pied sur le frein? Non, avant de répondre à la question, moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose. C'est que si on rentre, en tout cas dans le dur des articles proposés par la PPL, il y a quelque chose qui est inquiétant, en tout cas, pour les organisations représentatives des professionnels de santé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, en déclinant à l'échelle des territoires un CNR territorial dont la composition paraît en tout cas un peu flou. On parle de représentants de professionnels de santé, donc on peut le voir sous différents aspects. Est-ce que ce sont des représentants d'organisations représentatives ou est-ce que ce sont des acteurs en fait qui travaillent sur le terrain? Je pense qu'il faut les deux, mais aujourd'hui c'est pas précisé. Alors si on reprend en tout cas le discours d'Emmanuel Macron dans sa dernière allocution où il faisait appel au corps intermédiaire,
on a le sentiment, nous, aujourd'hui, au regard de la PPL, d'être dans cette double injonction qui consiste à dire on ne peut pas discuter avec les organisations syndicales, donc on s'en remet au terrain. Et je reviens à l'organisation du séminaire de la semaine dernière, où effectivement c'est exactement cette technique-là qui a été employée. Donc on a quelques inquiétudes à ce niveau-là. Après, si je comprends en tout cas bien ce que nous dit Frédéric Valletoux, c'est que sa PPL répond à un principe qui est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'échelle des territoires créer ex nihilo des choses, mais on va essayer de réorganiser. La crainte qu'on peut avoir dans ce contexte-là, c'est qu'on va partir d'un point zéro et qu'il y aura en fait des iniquités extrêmement importantes entre territoires, puisque les territoires ne sont pas organisés, en tout cas aujourd'hui, tout à fait de la même manière. Bon, alors ça peut se résoudre dans le temps, mais devant l'urgence de la situation aujourd'hui, on peut avoir raisonnablement quelques craintes. Maintenant, sur l'organisation que vous souhaitez mettre en place, Monsieur Valletoux, je pense que on n'y est pas opposé. Moi, j'y suis pas opposé. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut qu'on travaille de concert, mais qu'il faut qu'on garde un axe fort, qui est le contrat que passent les professions de santé avec la nation, c'est-à-dire la convention. Moi, je suis président d'un syndicat qui est un syndicat conventionnaliste. Je suis loin de penser que les conventions sont mortes. Le système conventionnel demande à être rénové, mais en tenant compte effectivement de cette réorganisation, etc. Donc c'est des articulations. Est-ce que les postures nationales ne bloquent pas les territoires? Non, alors vous avez aujourd'hui en fait les médecins alors. Vous avez un courant qui traverse en fait toutes les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, salariées ou libérales, qui est le populisme et le poujadisme. On le sait très bien. Où je ne vais pas citer de nom, mais enfin... mais ça gagne, vous pensez que ça progresse quand même. En fait, on n'échappe pas à un mouvement sociétal. Donc le déconventionnement des médecins, c'est populiste. Ça, c'est du populisme pur. Enfin, ça, c'est du populisme pur. Et qui a un certain accueil quand même, c'est un peu incroyable. Enfin, l'écho en affichage, peut-être, mais je peux vous assurer que je ne vois pas 50% des médecins se déconventionner demain. C'est votre sentiment aussi, pas de déconventionnement des médecins? Il faut être clair que c'est pas la seule arme que nous avons. Mais c'est une arme. C'est une arme. Actuellement, c'est utilisé comme une arme. C'est pas la seule que nous avons. Si un certain nombre de points de cette loi passent en l'état, nous avons un risque majeur et là avéré d'avoir 12 500 médecins actuellement retraités actifs qui partent. Du jour au lendemain, ils peuvent partir. Ça leur prend un tournevis et 3 secondes pour déplaquer. Vous criez au feu, quoi. Voilà. Non, mais le problème est clair. Le problème est clair, c'est qu'il y a une inconscience du risque actuellement de la part de la puissance publique dans cette proposition de loi. Comme les intérimaires à l'hôpital. Il y a une inconscience avérée du risque. Qu'est-ce que c'est le point d'achoppement majeur? Il faudrait peut-être qu'on décrive encore plus avec Frédéric Valletoux ces 10 articles de ça. Non, pas les 10, mais qu'est-ce qui bloque réellement pour vous dans la proposition de loi de Frédéric Valletoux? On passe à notre sondage BVA. Non, bien sûr, il y a plusieurs choses. Oui, l'obligation de garde, je vous l'ai expliqué, les gardes sont prises, donc il faut arrêter avec cette obligation de garde. Elle a existé. Pardon. C'est l'ordre des médecins qui explique que 40% des médecins participent à la permanence des soins. Bravo. Et quand vous parlez à ces 40% de médecins, eux-mêmes, ils vous disent pourquoi 100% des médecins ne participent pas à la permanence des soins? Mais moi, je vous l'ai expliqué. Je vais vous dire. Ils élèvent leurs petits. Allez expliquer aux Français de vos 96% du territoire sur lequel, soi-disant, il ne se passe aucun problème, qu'il n'y a aucun problème d'accès aux soins. Allez leur expliquer qu'effectivement, dans ces 96% du territoire, ils ont accès effectivement à une permanence des soins efficace, fiable, qui repose autant sur la médecine de ville que sur l'hôpital. Enfin, je veux dire, ils vont vous rironner. Vous le savez très bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas parce que de manière administrative. Avant 2004, ça existait. C'est pas parce que de manière administrative, on a l'impression de couvrir le territoire que dans la réalité des faits, les gens trouvent le vendredi à 20h ou le samedi à 16h un médecin. Je parle pas de la nuit profonde. Attention, là aussi aux caricatures, j'entends tout. Avec la PPL Valletoux, on va nous demander de bosser la nuit jusqu'à 5h du matin. Mais où ça, quoi? Où ça? Enfin, faut sortir de ces postures-là. Alors, qu'est-ce que vous répondez? La participation des saints, le week-end, les jours fériés, etc. Il n'a pas tort, Frédéric Valletoux. Les pharmaciens y arrivent, les boulangers y arrivent en France. Oui. Est-ce qu'on sait que les boulangers ont une permanence d'ouverture obligatoire dans les villes de France? Ils ne peuvent pas tous partir en vacances le même jour, parce que la puissance publique, depuis un certain nombre de siècles, arrive à organiser l'accès au point. On peut avoir une bronchiolite à 3h du matin. Non, mais bien sûr. Il y a l'hôpital pour ça, il n'y a pas de problème. L'hôpital est là. Vous voulez que je vous réponde? Oui. 10% des médecins généralistes font le ménage de leur cabinet le soir.
Mais ils sont mal organisés, on est d'accord. 30%, Non, mais ça, font c'est pas leur charge administrative Non, mais c'est seuls. pas un argument. Mais c'est pas Vous parce qu'ils sont montrez- mal organisés, c'est parce que Madame vous Boer. avez une consultation indécente à 25 €, alors que la moyenne européenne est à près de 50. On est d'accord. Voilà. Donc Mais- laissez-nous, payez-nous correctement, laissez-nous nous organiser. Nous allons récupérer 30% de temps médical. On nous refuse Non, mais on de peut pas. récupérer 30% de temps BVA. médical. BVA. Mais les IPA, Français. c'est pas des médecins. Vous n'allez pas remplacer un médecin par une IPA. Il faut pas délirer à un moment On vous quelconque. sent. Elles font 1 an de coordination on a et l'impression de conduite de projet dans les 2 ans supplémentaires de formation qu'elles font. Enfin, il faut être sérieux. Sophie Bauer, j'ai Il faut l'impression être qu'on va pas sérieux trouver quand la même. solution maintenant. Alors, on va écouter ce que pensent les Français. Les Faut Français. arrêter de délirer. Non, mais sur la permanence des soins, enfin sur les soins Sur non la permanence programmés, des soins, sur les soins il y a un non programmés. problème. Il y a un Il y a problème, aussi il y a reconnaissez-le. aussi un problème d'instantanéité d'une génération qui veut tout de suite et qui passe par le SAS, qui prend des consultations et qui met des lapins dans ses consultations. Oui. Parce que c'est ça qui se passe mais- dans les SAS qui sont Pas toutes, en pas activité. Eh Alors- ben, c'est ce qui se passe, c'est ce qui nous Oui, remonte mais du terrain. vous prenez toujours le petit Voilà. problème qui ne va pas Le pour petit refuser problème, globalement une 27 organisation. millions de consultations non honorées Mais par pas dans le an. SAS, pas dans le SAS. Mais dans toute Bah l'activité. oui, mais ça c'est la vie. Dans le SAS aussi, il y a des consultations non honorées. Alors, Je ne sais pas si vous voyez le problème. mais bien Mais sûr. ça, on n'en parle pas. Ça fait l'activité vous en plein parlez. temps de 4000 médecins par an. On n'en parle pas. Non, mais on parle Donc, du SAS vous et me vous demandez comment reprenez récupérer globalement. du temps médical, que les gens préviennent au moins quand ils n'ont pas envie de venir à la consultation. On peut comprendre. Ils ont changé d'avis, d'accord, mais qu'ils préviennent, Bien que sûr. ça puisse profiter à Tout le quelqu'un monde d'autre. sera On d'accord. Alors, récupère l'activité de 4000 médecins. Voilà, vous récupérez 30% de temps administratif et vous n'avez plus ce problème de désert médical. Du moins, on va tenir jusqu'à ce que la génération suivante arrive. Encore faut-il que ce soit suffisamment attractif pour qu'elle ne Non, mais parte pas Madame de J'ai l'île. quand Boer- même vérifié Madame que dans Boer- l'exposé des motifs de la loi Valtou, 80 est écrit 87% du territoire est un désert médical, monsieur le député. on est d'accord. Pascal, avec mais on a l'impression qu'à un problème global, vous répondez par un problème précis. BVA, Ponctuel. notre On va donner sondage la parole à avec Odile. Pexoté. On va donner la parole aux Français. Via BVA Qui vont trancher notre et débat. Odile Pexoto. Donc il n'y a pas de sondage exclusif pour ces contrepoints parce que le sujet des déserts médicaux a déjà été couvert par notre sondage de février dernier. Et pour un peu éclairer, il y a beaucoup d'ingrédients quand même qui sont possibles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ingrédients. On a l'impression aussi que pourquoi ça ne marche pas, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a 27% seulement des Français qui font confiance au gouvernement en matière de santé, en l'action du gouvernement. Donc il y a un problème de défiance un peu généralisé, et ça crée une toile de fond qui n'est pas propice ni à l'écoute de l'autre, ni à la discussion, ni au compromis, etc. Ça, c'est la toile de fond. C'est quand même le score le plus faible de niveau de confiance qu'on a enregistré depuis la création du baromètre en 2017. Ça, c'est le chiffre de mars dernier. Donc, en février dernier, le sondage nous montrait que... Alors, on a voulu aborder les déserts médicaux en 2 temps. D'abord, la perception. Effectivement, quand on dit aux Français, est-ce que votre territoire est un désert médical, vous avez déjà 29% des Français qui disent oui, j'habite un territoire qui est déjà un désert médical. Alors évidemment, en zone rurale, ce chiffre atteint 43%. Et vous avez 46% de gens qui disent mon territoire est en train de devenir un désert médical, de ce qui fait à peu près 3/4 des Français qui se sentent menacés par ces déserts médicaux. Et 86% en rural. Alors vous avez des régions où ça sort beaucoup plus fort, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre, etc. Ça, c'est une perception. On a voulu aussi aller mesurer la réalité des faits et on a demandé aux Français quand est-ce qu'ils avaient la fréquence d'obtention d'un rendez-vous médical. Donc on voit quand même que ces résultats sont quand même moins catastrophiques et qu'à un moment, il ne faut pas non plus donner un tableau trop noir de la situation, puisque quand même, on a 64% des Français qui nous déclarent pouvoir voir leur médecin généraliste en moins d'une semaine. Et le spécialiste, alors ça tombe à 13% en moins d'une semaine, mais quand même, on est aux 2/3 des Français qui arrivent à avoir un rendez-vous avant 3 mois. Alors évidemment, le problème, c'est les zones rurales, puisque là, les délais sont beaucoup plus longs, puisque le 36% des Français qui voient un généraliste en plus d'une semaine, c'est 50% en milieu rural.
Donc il y a quand même un écart entre les 75% qui disent je vais vivre dans un désert médical, j'y suis déjà pour 29%, et puis quand même 64% qui arrivent à avoir un médecin généraliste en moins d'une semaine. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut un petit peu se poser. Je pense qu'on manque, là on est dans une période de crise, d'exacerbation des positions qui est liée à cette manque de confiance, manque de peur, montée des peurs. Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Tout le monde pourrait se poser ce petit adage à soi-même, tous les citoyens, tous les décideurs, toutes les parties prenantes. Quelques éléments pour lutter contre les déserts médicaux, alors évidemment très très peu dans le sondage, mais l'histoire des gardes, puisque ça a été évoqué, on a 82% des Français qui sont quand même favorables à ce que les médecins effectuent tous des gardes, quel que soit leur statut, hospitalier, libéraux, en établissement, en cabinet, etc. Avec même 33% qui sont très favorables, donc il y a quand même une poussée de l'opinion en faveur de ce système de garde un peu mieux organisé. Et en même temps, vous voyez, les Français sont toujours très judicieux dans leur... ils sont derrière leurs soignants puisqu'ils demandent, ils plébiscitent une meilleure reconnaissance du travail des soignants, des médecins à 87% et des infirmiers à 91%. Donc voilà pour les quelques résultats. Et Voltaire disait « Il est dommage que les fanatiques aient des ailes et que les sages n'en aient pas ». Est-ce que tu as des ailes ? Alors, réaction, sondage, ou on passe la question directement à Renaud Degas, la question qu'on appelle Linkin. Enfin, ça confirme bien. Oui, allez-y, Madame Boer. Oui, juste deux petites stats factuelles qui nous ont été confiées par un agenda électronique le plus utilisé chez les médecins en France. Je ne le citerai pas, mais vous l'avez reconnu. En fait, ils nous disent que pour les médecins généralistes, 45% des consultations sont accessibles dans les 48 heures. Donc 45% des rendez-vous chez les généralistes sont pris dans les 48 heures et 10% chez les spécialistes. Donc vous voyez qu'on est loin de l'impression qu'on peut vouloir donner. D'accord. Renaud, une question de nos spectateurs et auditeurs. Oui, juste un point qui est une réaction, c'est pas une question sur un point de précision, mais c'est une question sur une tendance. Alors selon qui on est, une crainte ou une tentation, est-ce qu'aujourd'hui, face on voit bien, on connaît la pression que subissent les élus sur le terrain, que ça soit... Quelle que soit la bataille de chiffres, ils ont cette pression, on le sait très bien, à chaque élection présidentielle, c'est le cas, et à chaque élection en général. Est-ce qu'aujourd'hui, la tentation, et du coup la crainte, c'est s'il n'y a pas de solution de coordination concrète et rapide des professionnels sur le terrain, en particulier en ville, ce n'est pas de basculer vers un autre type d'exercice avec un maillage qui soit autour des structures, piloté plutôt par l'hôpital, et qui résoudrait un peu le problème politique de l'accès aux soins, quels que soient ensuite les débats qu'il y a derrière. Est-ce que derrière, derrière ce débat, cette crise, ce moment de crise, il n'y a pas cette double vision qui s'affronte ? La montée un peu des centres de santé... Je pense que l'ancien président de la FHF doit avoir... Oui, Pascal, c'est un peu la montée, ce que tout le monde n'apprécie pas, de la montée des centres de soins non programmés, par exemple. Alors, le directeur général de la PHM, justement, a pris les choses en main et dans Marseille-Nord, développe des centres de santé par carence des libéraux avec l'aide des ARS. Est-ce que, la question, pour la reformuler, est-ce qu'on ne va pas voir émerger, compte tenu des insuffisances et des carences, une nouvelle organisation qui sera peut-être mieux, qui sera peut-être moins bien ? Est-ce que vous voyez émerger un nouveau système de santé ? En tout cas, il y a de la façon sauvage, je dirais. Non, mais il y a la tentation, pour répondre à la question que vous posiez, il y a la tentation, effectivement, je le vois, moi, au Parlement, mais au Sénat aussi, même si les choses se paraissent plus feutrées. Le Sénat fait partie du Parlement. Oui, pardon, mais à l'Assemblée particulièrement et au Sénat aussi. Pardon. Mais je vois la tentation, effectivement, d'appliquer au système de santé des mesures beaucoup plus radicales que de celles dont on débat là ce matin, qui visent quand même, malgré tout, à se dire faisons confiance aux professionnels de santé pour organiser les soins de proximité. Voilà, c'est l'idée générale. Et ces solutions radicales, effectivement, elles sont la réponse à cette impression que il y a d'un côté des professionnels, certains professionnels qui ne veulent rien entendre,
et d'autres, des Français qui effectivement souffrent. Et je ne pense pas que ce soit pour autant la solution. On va, on va voir lors du débat du mois de juin, vous allez voir des amendements sur l'organisation des professionnels de santé, sur la liberté d'installation, d'une radicalité qui est de tous les bancs. Il faudra qu'on s'interroge là-dessus. Oui. Dites-moi simplement, que vient faire cet article 6 dans cette proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins? Que vient faire cet article 6 qui voudrait doter de personnalité morale les GHT? On n'a pas bien compris. Là aussi, c'est pour, dans certains territoires, les groupements hospitaliers territoires ont réussi ce chemin de coopération qui leur permet effectivement de vouloir penser de manière globale, c'est-à-dire à l'échelle du GHT, un certain nombre de politiques, et ils sont freinés parce que juridiquement, les GHT... Qu'est-ce que ça a à voir avec ça a à voir avec l'organisation des soins de proximité. C'est la liberté... C'est peut-être ça que craignent les médecins, d'ailleurs. Non, c'est la liberté donnée aux professionnels de santé sur les territoires et donc aussi à la versant hospitalier de pouvoir ajuster leurs organisations selon les besoins. C'est pas une obligation, c'est une possibilité. Pascal, sur la question de Renaud, l'importante, qu'est-ce qui risque d'émerger? Qu'est-ce qui risque d'émerger si on maintient ces carences? Allez-y. Je voudrais juste dire une chose, en fait. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a carence des libéraux. C'est parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas carence de tous les libéraux. Carence de l'accès aux soins. Il n'y a pas, en fait, il faut remettre des choses, l'église au milieu du village, ça c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, c'est qu'aujourd'hui notre système de santé souffre d'une double tare, si je peux m'exprimer ainsi. La première, c'est qu'on a un système de santé qui est extrêmement structurocentré, et la deuxième tare, c'est qu'il est médico-centré. Alors, comme M. Valtou nous dit qu'effectivement il a travaillé cette PPL avec le gouvernement, on n'est pas étonné en fait de retrouver dans cette PPL des tendances très structurocentrées et des tendances très médico-centrées. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas reformaté le logiciel des décideurs en santé, en tout cas sur ces deux plans-là. Mais en quoi c'est médico-centré? Les médico-centrés, c'est parce qu'on voit que la plupart des mesures, vous avez 11 articles dans la loi, vous en avez 8 qui concernent les médecins, 3 qui concernent les structures, et rien les autres professions de santé. Alors, c'est totalement faux. Sur l'intérim, sur les CPTS, sur les permanences des soins, ça concerne l'ensemble des soignants. Dentistes, pharmaciens, infirmiers, médecins, etc. Donc non, ne dites pas ça. Je vais vous l'offrir. Alors Sophie Boer, vous intervenez aussi. Lisez-la. C'est un beau, regardez. Alors, on l'a lu, Frédéric. Alors, Sophie Boer, comment avancer concrètement, justement? Parce que c'est des procès un peu d'intention que vous faites là, ou pas? Je vais d'abord régler leur compte à ceux qui souhaitent salarier tous les médecins. Le pays n'en a pas les moyens. Vous n'avez qu'à regarder les centres de santé qui fonctionnent actuellement avec des médecins salariés qui donc encaissent les honoraires des médecins et payent des médecins salariés. Ils sont tous déficitaires, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils sont tous sous perfusion, soit d'argent des collectivités locales, soit d'argent du département. Est-ce que vous en prenez donc ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous en prenez pour argument pour pas accepter une meilleure organisation? Mais la meilleure organisation, c'est celle du libéral quand on le laisse faire. Voilà. Oui, mais or, ça, le problème pour l'instant, ça n'a pas marché quand même. Non, mais vous dites ça ne marche pas parce qu'on ne nous donne pas les moyens de nos ambitions. Alors, il faut qu'on termine. On n'a pas les moyens. Attends, Madame Boer, c'est votre antienne, mais on vous aurait jamais un chèque en blanc. Mais c'est pas un chèque en blanc. On a démontré que si on nous mettait un prix de consultation correct à la moyenne européenne, on faisait le boulot. Vous l'avez démontré quand? Je l'ai démontré à multiples reprises. Je l'ai montré à multiples reprises. Alors, leur tourne, donc, 35. Juste sur les CTS, très rapidement, la composition actuelle des CTS est très bien. C'est une vraie démocratie sanitaire, elle est équilibrée. Si on met dedans l'ARS et le préfet, CTS, c'est les centres territoriaux de santé. Conseils territoriaux de santé, ils sont équilibrés de manière... C'est un vrai lieu de démocratie sanitaire pour ceux qui fonctionnent, et celui en Seine-et-Marne fonctionne, c'est un vrai lieu. Si vous mettez dedans l'ARS, qui actuellement est plutôt secrétaire, et le préfet, vous
redimensionner les choses comme un outil, une fois de plus, de puissance publique, et vous gommez cet aspect de démocratie sanitaire. Il faut être très clair, donc il ne faut pas aller vers ça. Pascal, moi je voulais prendre l'exemple concret, Pascal, qui est l'exemple de l'hypertension artérielle, quand même, qui est un problème clé. Demain, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. 30% des adultes sont hypertendus en France. Ça fait 17 millions d'hypertendus. La connaissance du traitement, le contrôle de l'HTA reste insuffisant en France et n'ont connu aucune amélioration récente. Certains indicateurs ayant même subi une dégradation. Près de 6 millions d'adultes sont hypertendus sans le savoir et 4 millions d'hypertendus traités n'ont pas une pression artérielle contrôlée. Alors, le système de soins, vous direz qu'il n'y a pas de carence, il n'y a pas de difficulté. Par rapport à ces difficultés d'accès aux soins, de dépistage, de prévention, une piste, chacun. Il faut raisonner en One Health, une seule santé. C'est-à-dire qu'il faut aller voir aussi du côté de l'alimentation et en particulier de tout ce qui est alimentation industrielle, bourrée de sel et de sucre. Je botte pas en touche. Je dis qu'on ne peut pas faire les pompiers pyromanes. D'un côté, on laisse passer un certain nombre d'industriels avec des compositions des aliments qui sont complètement dingues, hein, passez-moi l'expression. Et d'un autre côté, après, on dit aux professionnels de santé, éteignez les incendies qu'on a allumés. Pascal, Daniel Guillet, un mot, et puis après, j'ai une dernière question pour conclure. Je pense qu'il faut accélérer le processus en fait, de partage de compétences. Alors moi je ne parle pas de transfert d'actes. On ne revendique pas, nous, infirmiers, de devenir, ou IPA, de devenir médecin demain. Mais je vais vous citer juste un exemple. On va avoir des périodes caniculaires de plus en plus prégnantes. Et aujourd'hui, quand vous vous trouvez face à un patient que vous connaissez, déshydraté à domicile, vous n'avez d'autre choix, si vous n'avez pas de médecin sous la main, que de l'envoyer à l'hôpital. Ça s'appelle de la maltraitance. Donc aujourd'hui, on aurait un accès direct sur protocole pour pouvoir éventuellement prescrire une réhydratation de ces patients-là. On éviterait ces maltraitances. Donc c'est fondamental. Il y a des solutions en fait pragmatiques à mettre en place, et c'est pour ça que je disais en propos liminaire qu'il faut aller au-delà des positions dogmatiques. On est obligé de terminer. On n'a pas parlé des PADU, des médecins étrangers. On n'a pas Pascal, parlé alors, du CEPS. Pour conclure, justement, on n'a pas parlé de tout ça, mais on y reviendra. Pour conclure, chacun, est-ce qu'il finalement, tout le monde veut que la médecine libérale se développe, perdure, etc. Mais est-ce que la médecine libérale et les obligations de santé publique, est-ce que c'est inconciliable ? Comment faire en sorte que les médecins libéraux aient des obligations acceptables, et que ça puisse être mis en place? Alors, Frédéric Valletoux, un tour de table dessus, puis on conclura par une citation de Voltaire. Non. Moi, je ne crois pas que ce soit irréconciliable. Moi, j'espère, mais peut-être je suis encore naïf, mais j'espère que ce débat qu'on va avoir sur ce sujet-là, qui est prégnant, sera l'occasion pour chacun des acteurs de montrer son engagement et sa volonté que les choses, avancent, à travers des propositions concrètes, à travers un engagement précis, et pas simplement en affichant une posture de refus. Parce que ça, effectivement, ce serait le pire. Et je pense que les Français attendent beaucoup mieux collectivement de ceux qui, depuis 20 ans, voient ce système s'effondrer. Donc moi, je pense qu'il n'est pas irréconciliable. L'hôpital n'a pas à tout faire. C'est le moment aigu de la maladie, on va dire, l'hôpital, pour refaire court. La médecine de ville a toute sa place. Elle est éminente. Il faut retrouver l'équilibre entre les uns et les autres. Il faut réajuster aussi ce qui sont les droits et les devoirs de chacun dans un système qui est quand même financé par nous tous et dont on attend effectivement que les professionnels qui sont financés puissent répondre aussi aux attentes d'intérêt général que je parlais. Reposer la question des valeurs, ce serait peut-être... Vous êtes rassuré par notre débat de ce matin? Je suis en partie rassuré, mais le débat ne fait que commencer. Je pense pas de 49.3. J'espère pas. Alors, Sophie, en un mot, parce qu'il faut qu'on conclue, et puis Daniel Guilhem. Très rapidement, nous sommes dans un esprit constructif, nous, les médecins libéraux. Simplement, nous voyons 95% des patients. On ne nous donne pas les moyens de le faire. On met 100 milliards d'euros sur l'hôpital avec le Ségur. Et on dit à la ville, on va peut-être vous donner 1,5 milliard à travers une convention qui n'en est pas une. D'accord. Donc voilà, les moyens n'y sont pas. Donc donnons les moyens à la ville de s'organiser. La ville s'organisera, elle sait le faire, elle le fera très bien. Et pas forcément en faisant du transfert de tâches, mais effectivement du travail en équipe. On est tout à fait d'accord pour le travail en équipe. D'accord. Voilà, pas pour le transfert de tâches. C'est à vous de conclure. Mais j'ai bien compris que les médecins veulent un travail en équipe, à condition d'être le chef suprême de l'équipe. Donc voilà, le pilote dans l'avion. Sauf qu'il faudrait reconnaître des fois qu'un avion peut rester cloué au sol parce qu'il y a une grève des hôtesses ou des stewards. Voilà, donc ça c'est une première chose. C'est une image. C'est une image. La deuxième chose, en fait, c'est qu'on ne fera pas l'économie dans la situation dans laquelle on est.
de revoir effectivement le contour des métiers. Et nous, on appelle en fait à une conférence de consensus sur ce contour des métiers depuis des années. Alors, on se heurte à certains blocages, mais en tout cas, une partie, je dis bien une partie de la solution est celle-là. Pascal, écoute Daniel. Une partie de la solution est celle-là. On ne fera pas aujourd'hui en fait l'économie de réfléchir sur ce qu'on peut éventuellement partager en compétences, mais de l'auxiliaire de vie aux médecins spécialistes. C'est-à-dire que c'est pas un débat entre infirmiers et médecins, c'est une révision globale du contour des métiers et des rémunérations forcément et aussi. des rémunérations. Mais moi, je suis le premier à dire que la rémunération des médecins aujourd'hui dans notre pays est indécente par rapport à la moyenne de l'OCDE. On est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est pas la rémunération de notre point de vue qui va régler le problème, contrairement à ce que dit Sophie Bauer. Merci Pascal. Merci à tout le monde. Merci aux équipes, Françoise Billet, Nathalie Gratel, Emmanuel Tay, Philippe, à la veille des acteurs de la santé, à Hortus, à LDC Santé, à Emmanuel Tay, je l'ai dit. Et merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et rendez-vous en juin prochain pour un nouveau débat sur... C'est pas décidé encore. Je voudrais vous donner, à la veille de ce pont, un petit devoir de vacances. Hegel disait « L'homme est un animal malade ». Je ramasserai les copies la prochaine fois. C'est Hegel qui a dit ça, non? Hegel, oui, absolument. Bravo. Merci à tous et à toutes. Merci.